qui était très intéressant d'ailleurs pour démarrer parce qu'on récupérait aussi des programmes de Canal France, donc c'était une belle source d'inspiration et un excellent modèle pour démarrer en tant que jeune journaliste, sport et foot en particulier. J'ai touché à d'autres sports aussi tout au long de ma carrière et j'y touche encore, et c'est pas, je veux dire, le foot, c'est pas une volonté réelle de me spécialiser juste sur le foot, mais ça s'est fait comme ça, avec la chaîne qui était Ultra Foot, qui était Canal+ et même aujourd'hui encore où il y a beaucoup plus de foot que d'autres programmes sportifs. Mais c'est vrai que c'est ma passion depuis que je suis toute petite. Donc pourquoi ce métier? Parce que je suis passionnée de foot depuis que j'ai 10 ans, et que j'ai rêvé, Dieu sait exactement pourquoi, mais j'ai rêvé de faire, ce métier. Il y a eu des grands moments dans mon adolescence qui ont fait évidemment que je me suis vraiment, accrochée à ça et notamment, la 1re grande campagne Coupe du monde des Diables rouges, qui vient enfin d'avoir une petite sœur avec cette 3e place, mais la fameuse 4e place de Mexico 86. Et donc là, je l'ai vécu à fond et ça m'a donné véritablement, je pense, la confirmation que j'avais envie de faire ce métier. Donc c'était un rêve qui est devenu réalité grâce à André Remy à l'époque, qui était rédac chef de Canal Belgique, parce qu'il n'y avait pas de femmes. Où il y avait Marie-France Muchon à RTL pour les plus âgés ou ceux qui se documentent bien peuvent retrouver, un petit peu la trace. Mais c'était assez exceptionnel mais moi je me suis jamais posé la question. Je ne je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas prétendre à ce boulot en tant que femme et je ne faisais enfin, oui, je me posais vraiment pas la question. Je suis une personne, point, qui aime le foot, donc pourquoi ne pas en faire mon métier? Et donc c'était un rêve, c'est devenu mon métier, donc j'ai la grande chance depuis, toutes ces années de vivre ma passion et donc de n c'est un luxe, dont je mesure bien, l'importance de s'amuser au boulot, en fait. C'est assez exceptionnel. C'est clair que c'est un peu ce qu'on tend tous à avoir. Maintenant, c'est vrai que tu soulèves, le point, le point critique, c'est que tu étais une femme qui voulait te lancer dans le football. Alors maintenant, on va dire que c'est quelque chose qui est, un peu plus commun. On commence à avoir un peu plus de visages féminins autour des terrains, moins à des places aussi, «prestigieuses» entre guillemets que la tienne. Mais, j'ai fait un peu, comme je te disais, j'ai fait un peu, le background check, j'ai un peu contacté deux trois personnes pour parler de toi et autant pour certaines personnes, ça revient très, très facilement en disant: «Oui, mais c'est une femme, elle a été là parce que nani nana». Dans ton cas, ça ne s'est jamais il n'y a jamais eu la remarque. On Pour tout le monde, tu es là de façon complètement légitime parce que tu es la personne qui s'y connaît le plus, parce que tu es la personne qui a été, la plus méritante ou en tout cas celle qui devait, faire ce boulot-là. Il y a jamais eu le côté, «Ah mais c'est une femme donc elle est là pour les quotas» ou quoi que ce soit et c'est assez fou parce que dans un monde où, tu en es tu es très au courant de ça, que c'est très délicat pour les femmes de pouvoir percer vraiment et d'avoir une place, légitime. Ici, dans ton cas, ça s'est imposé, on va dire naturellement et c'est ce qui est encore plus impressionnant. Donc j'ai eu aucun demi-écho négatif, sur toi, que ce soit au niveau de la gestion d'équipe, au niveau du travail, au niveau de la connaissance donc c'est quand même assez fou. Mais du coup, c'est à se dire, est-ce que toi, au début de ton parcours, est-ce que tu as senti une sorte d'appréhension au fait que tu sois une femme dans un monde extrêmement masculin? Ou est-ce que dans l'équipe dans laquelle tu étais, il y a vraiment eu aucun souci et ça s'est fait naturellement aussi? Beh, comme je te le disais, déjà, je pense que c'est parce que c'est la manière dont moi j'ai abordé les choses aussi. C'est-à-dire que moi, je ne me mettais pas en retrait ou je ne me disais pas: «Ouf, bon, je suis une femme, je vais essayer», non, voilà, j'aime le foot depuis toujours. En fait, par exemple, je parle de foot avec des garçons, évidemment, plus qu'avec des filles. Surtout à mon époque. C'est vrai que maintenant, ça tend à devenir un peu plus courant et c'est tant mieux, évidemment. Les filles s'intéressent, je pense, un petit peu plus au foot qu'auparavant. Et donc, je rencontre maintenant plus de filles avec qui j'en parle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais cette habitude-là. Donc, c'était très naturel pour moi. Mais comme tu le dis, je suis bien tombée dans une équipe accueillante, bienveillante qui, ne s'est pas posé de questions non plus et n'a pas dit: «Bon, quelle drôle d'idée, notre rédac chef, vient d'avoir, André Remy et pourquoi avoir fait le choix d'intégrer Christine à l'équipe?» Ça s'est pas posé, la question ne s'est pas posée et je ne me suis pas sentie du coup, sur une forme de sellette où il fallait absolument faire ses preuves. Après, heu, beh, je pense qu'en tant que femme, ce qui était important, c'était de très rapidement montrer que j'étais là pour la stricte et simple raison que j'étais une passionnée, que j'avais fait des études aussi, hein, de journaliste. Enfin, j'ai fait romane et journalisme, philo-romane et journalisme et que voilà, j'étais légitime pour toutes ces raisons-là.
et après, aussi rapidement, beh, faire ses preuves, c'est-à-dire, que tes interlocuteurs se rendent compte que, bah, oui, ils ont affaire à quelqu'un qui s'y connaît, comme un homme peut s'y connaître, c'est tout. Après, je ne suis jamais non plus entrée, c'est une petite digression, mais dans le combat de coq parfois qu'il y a entre les hommes justement à: «Moi je connais mieux le foot que toi», ça c'est pas mal. Moi voilà, j'aime le foot, j'adore en parler, j'en parle pendant des heures, j'en parle hors antenne, il suffit d'appuyer sur le bouton et c'est parti. Et les gens qui me croisent savent que j'accepte volontiers la conversation. Même parfois, on me dit: «Bah, vous n'en avez pas marre?» Mais non, pourquoi j'en aurais marre? À partir du moment où, comme je le disais, je mesure toute la chance que j'ai de faire ce boulot-là, et même si parfois c'est un peu compliqué, c'est vrai, il y a eu des moments un peu down là, par rapport au foot, Mmh. mais ça reste un truc, où tu arrives toujours à te raccrocher à quelque chose qui fait que tu as envie de tu replonges quoi, tu es reparti et il y a toujours quelque chose à raconter et la beauté du foot, c'est que tu vas n'importe où, dans n'importe quel milieu, tu tombes toujours sur des personnes avec qui tu vas parler de foot. C'est vrai, c'est vrai. C'est super facile quoi, super facile. Non, c'est clair. Il y a François dans le chat justement, François Descamps, et donc il dit: «En même temps, on l'appelle pas maman pour rien». C'est vrai qu'il y a que lui qui t'appelait comme ça ou beaucoup de gens t'appelaient comme ça, dans à vous sport? C'est mon François, ça surtout, oui. Et oui, on en arrive parce que parfois certains, quand ils communiquaient comme ça sur Twitter, par exemple, certains se sont offusqués en disant: «Bah, comment il se la joue là? Il la taxe de vieille ou, enfin, toutes les mamans ne sont pas vieilles d'abord, pour Déjà, commencer, ouais, tout puisque à fait. je suis moi-même maman et donc j'espère ne pas paraître, trop vieille aux yeux de mes grands-enfants maintenant. Et puis, non, je pense, bah, dans le milieu, des médias et de la télé, c'est vrai qu'il y a, Élodie, de Sélis, j'allais dire de Oui, Senag, mais donc ouais. l'épouse de Benjamin. Élodie, de Sélis et Cathy Mellen qui m'appellent maman aussi, mais c'est pour d'autres raisons, c'est pas les mêmes que François. Mais c'est l'idée que oui, je sais pas, je dois avoir un côté, très bienveillant sans doute et j'en suis, et heureuse et maternelle, oui. J'aime bien, c'est vrai, prendre, sous mon aile et guider, et c'est ce qui s'est passé avec François, et je pense que c'est même moi qui ai dit, «Et mon garçon écoute maman», et donc ça a démarré comme ça, c'est pas lui qui a décidé de m'appeler maman, quoi. On lui fait un coucou, hein. Ouais, ben bonjour François, hein. Donc Ouais, il dit que c'est une relation extrêmement protectrice et enrichissante. C'est le sens du surnom et de l'affection liée. C'est mignon, voilà. C'est c'est très mignon. bien décrit, C'est c'est ça. parfait. C'est exactement ça. Du coup, par rapport à ce statut de maman, maintenant, à vous sport, et donc tu es aussi à la RTBF, tu gères aussi l'Europe des 11, donc enfin, tu as un agenda très chargé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que fait Christine Schrader à la télévision ou dans la rédaction? Donc dans la rédaction Vous Sport, bien de l'antenne, hein, principalement aussi quand même, et donc de l'édition par rapport à cette antenne, et de la gestion aussi de l'équipe. Donc je suis chef d'édition de la rédaction et de la gestion donc de la planification du boulot pour les autres, journalistes, et puis, de l'édition, on va dire au quotidien dans l'actu de la semaine, et puis de l'édition à plus long terme aussi pour, des choix de matchs, des choix de programmes, des discussions avec la direction d'antenne par rapport au chemin qu'il faut tracer, donc ça ça j'exerce ce rôle-là aussi depuis déjà quelques bonnes années, hein, bientôt 10 ans. Heu et donc au quotidien, c'est ça. C'était, beh, jusqu'à cette saison, le studio foot belge, du dimanche en alternance avec, mes autres collègues de la rédaction. Précédemment du bord terrain aussi, sur le foot belge. Là, j'en faisais encore un petit peu, mais moins fréquemment que, on va dire, dans la période 2011-2014 où là, j'étais vraiment au bord des terrains, tous les week-ends. Et puis l'Europe des 11, comme tu l'as dit, émission de football européen qui a, 25 ans, je pense. Donc au début, quand je suis arrivée, beh, je participais à l'émission en faisant des sujets pour cette émission. Je me souviens encore donc ça va bien situer l'époque, hein, je parlais de Johan Wallem qui jouait à l'Udinese, de Luc Nilis, qui était, là je pense en Angleterre, qui était quand même plus au PSV, il était déjà parti.
Mais c'était les Belges dont je parlais dans l'émission. Et puis depuis 2012, je la présente aussi en alternance avec Jean-François Remy. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu Saturday Foot Fever dans ma carrière aussi, c'était génial. C'est le rendez-vous du samedi soir autour principalement du football anglais, mais des autres foot aussi, parce que c'est vrai qu'à un moment, sur Canal, BTV, Vous Sport, encore à cheval sur les différentes chaînes, on a été très très riche. Et on avait tous les droits, pas dans Oui, le on sens, s'entend, tous les les droits de droits tout, de voilà, retransmission, ouais, c'est ça. voilà, tous les droits de retransmission, pas le droit de tout faire, mais donc on a eu la Ligue des champions aussi. J'ai eu la C'est chance vrai. de présenter pendant 7 ans les soirées de Ligue des champions. On avait derrière l'affiche qui était sur RTL, on avait l'entièreté du programme, donc plusieurs directs, une fin de soirée autour des faits marquants, donc des highlights de la soirée. Donc ça, c'est pour Vous Sport. Et donc maintenant aussi, depuis 2 saisons, donc on achève la deuxième, qui a été un petit peu caduque, évidemment, rendue caduque par le virus, l'Europa League sur la RTBF. Ça, c'est une belle aventure aussi. C'est très gai de faire ça, de travailler avec une autre équipe, même si au final, on se connaît tous, bien sûr, et c'est pas comme si du jour au lendemain, j'avais dû découvrir l'un ou l'autre collègue. Mais c'est vrai que je travaillais pas en ligne directe avec Alex Desclaques, avec Pascal Chimay, comme je le fais maintenant, ou Swan Borsellino aussi. Euh, donc c'est très enrichissant aussi de pouvoir passer comme ça d'un média à l'autre. C'est une chance. Précédemment dans ma carrière, peut-être que ça ne s'est pas fait, ou ça ne se serait pas fait parce que c'était compliqué à ce moment-là. Mais aujourd'hui, voilà, on est un peu plus nombreux aussi à passer d'une chaîne à l'autre à partir d'un certain moment dans notre carrière. Est-ce que maintenant, justement, on n'est pas, enfin, quand je dis on, c'est un peu dans les journalistes qui veulent vivre du foot, est-ce qu'ils sont pas justement obligés de jongler un petit peu entre différents médias, différentes chaînes, parce que ça devient difficile de ne se concentrer que sur une seule chaîne, faute, encore une fois, comme tu le disais avec l'Europe des 11, où vous aviez tous les droits, et effectivement, quand on regardait l'Europe des 11, ça durait 2 heures et demie, on avait une soixantaine de matchs, c'était la folie, c'était le rendez-vous du lundi. Maintenant, ben, forcément, il y a moins à montrer, donc il y a moins de sujets à faire. Donc, est-ce que justement, les journalistes doivent pas obligatoirement sauter un peu de gauche à droite pour pouvoir dire d'avoir une journée complète, une semaine complète, des mois complets? Il y a cette donnée-là, même si par exemple pour l'Europe des 11, attention qu'aujourd'hui on a quand même un accord avec Eleven pour utiliser un minutage d'images qui leur appartiennent. Et donc on reste très complet sur cette émission-là. Ça reste un rendez-vous, je pense, qui est apprécié par ceux qui sont abonnés. Mais pour répondre à ta question sur les jeunes journalistes, je pense que la donnée principale aussi qui pose problème, mais qui est une cause, oui, sans doute, de ce que tu dis, du fait qu'il n'y a plus de centralisation sur une seule chaîne et un seul opérateur de tous les droits. Ben, c'est que malheureusement, et c'est bien contre ma volonté parce que j'aimerais que ça se passe autrement, mais dans les médias, c'est très difficile d'obtenir un job en tant que salarié aussi. Oui, clairement. Et en tant que pigiste et indépendant, de fait, pour avoir son mois le plus complet possible, il faut passer d'un média à l'autre. Et nous, les médias, on est bien obligés aussi, quand on est responsable d'équipe, justement, ben, d'accepter cet état de fait parce qu'il faut pouvoir s'y retrouver, parce qu'il faut éventuellement que si ben, l'un ou l'autre disparaît de médias, les plus jeunes puissent s'y retrouver et déjà eu des contacts à un autre endroit éventuellement pour pouvoir continuer à exercer leur métier. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression que contrairement, par exemple, quand j'ai commencé, l'accès à la profession a été pour de plus nombreuses personnes. Enfin, il y a eu plus de personnes qui ont pu accéder à la profession. Mais le paradoxe, c'est qu'effectivement, c'est de plus en plus compliqué d'avoir une assurance et une stabilité par rapport à ça. Oui, clairement. Enfin, d'ailleurs, on avait eu dans la buvette justement François Descamps et Patrick Stein qui étaient Mmh. venus nous en parler. Donc eux qui avaient, je vous renvoie à la VOD sur YouTube, elle est encodée. Eux qui avaient eu deux parcours complètement différents. Patrick avait continué dans ce domaine-là, avait réussi à en faire une carrière, hein, et François qui lui avait plus ou moins arrêté, et qui avait eu une autre opportunité, qui l'avait saisi. Et c'est vrai qu'on en revenait un peu à ce que tu disais, c'est que
ça devient difficile de pouvoir faire un temps plein, de pouvoir être sûr de ce qu'on va avoir sur les 6 prochains mois, sur l'année qui arrive. Du coup, c'est difficile, de prévoir, sur du long terme, que ce soit pour un prêt hypothécaire ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui, de par peut-être la profusion, d'offres, enfin de demandes en tout cas, il y a de plus en plus de journalistes et il y a de plus en plus de journalistes compétents. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui s'y connaissent vraiment très bien, qui ont vraiment, un gros potentiel et donc c'est difficile de vraiment prendre sa place et de pouvoir, justifier maintenant des équivalents temps plein. C'est ça qui est un peu dommage pour beaucoup de journalistes qui sont toujours un peu en difficulté. La preuve est de cette période ici de covid où, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, il y en a beaucoup qui ont très peu travaillé mais ils se sont retrouvés vraiment en difficulté parce qu'il n'y avait pas eu moyen de mettre un peu d'argent de côté ou des choses comme ça, quoi. Donc c'était assez compliqué. Oui, c'est compliqué. De fait, c'est compliqué. Parce que c'est mon tempérament de voir, plutôt le verre à moitié plein que vide. Je pense qu'il y a la déclinaison réseaux sociaux aussi qui peut être intéressante aujourd'hui et permettre, de, de voilà, de s'étoffer, de se diversifier, d'avoir un emploi du temps plus chargé. Mais, franchement, c'est compliqué. Ça l'était à mon époque aussi pour d'autres raisons, peut-être parce que moins d'accès justement. Il faut être, courageux, il faut avoir de l'abnégation, il faut bien faire son job, il faut le faire sérieusement et en général, on arrive à on va dire en vivre et à pouvoir, oui, véritablement en vivre. Maintenant, comme tu l'as dit, la situation de François était particulière, c'est qu'il a eu l'envie, François Descamps, d'être assuré, d'avoir une forme de stabilité, ce qu'on peut bien comprendre. Parce que sinon, il sait bien qu'il avait encore du boulot chez nous, il aurait pu, continuer comme ça, mais il a fait ce choix de vie-là et c'est bien compréhensible aussi. Donc voilà, il faut pouvoir faire les bons choix et l'idéal, je pense que c'est peut-être d'être aussi entre 2 carrières, de pouvoir se diversifier en dehors du monde du sport. Mais la combinaison n'est pas toujours simple non plus, ça je m'en rends bien compte. Même si notre boulot, c'est aussi en grande partie le week-end, donc parfois si tu as un boulot en semaine, tu peux, combiner avec le boulot du week-end. Ouais, clairement. Ici, on a une question dans le chat donc de Martial Pevion, qui dit: «Bonjour Christine, est-ce que pour les pigistes, la multiplication des chaînes n'est pas bénéfique? Puisque plus d'émissions, de diffusion, donc de besoin de pigistes». Donc c'est un peu Ouais, ce qu'on disait justement tout à l'heure. ouais, Martial est arrivé en retard. Salut Martial. Non, c'est bien, c'est toute l'équipe qui est là. Bah, oui, oui, c'est ça, si, je pense que oui. Après, comme tu dis, mais la stabilité, le contrat de salarié, ça, c'est pas nouveau que ça c'est un problème c'est une difficulté d'en obtenir un dans le monde des médias, quoi. Dans le monde des médias sportifs et ça va encore l'être encore plus puisque peu sont assurés enfin, personne n'est assuré de pouvoir poursuivre sur le long terme. C'est des contrats de 3 ans. Ici, exceptionnellement, le contrat est plus long. Il est de 5 ans pour le football belge, par exemple. Donc, ça donne un petit peu d'assurance. Mais c'est ce paradoxe, oui. Il y a plus de possibilités, plus de boulot, en fait. Et en même temps, une précarité peut-être plus grande quand même. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi un sujet qu'on avait eu avec François et Patrick, et j'aimerais voir un peu avec toi, mais eux parlaient aussi du fait que le foot, dans la rédaction sportive, est vraiment obligatoire pour pouvoir dire d'avoir un temps de travail suffisant. Parce qu'effectivement, il y a des journalistes qui sont spécialisés tennis, qui sont spécialisés tennis de table, volley ou autre, mais il faut quand même toujours plus ou moins avoir du football dans ses cartes, parce que c'est très difficile de faire à 100% un autre sport. Alors on peut penser à Gaëtan Vigneron sur la RTBF pour la F1, à Laurent Bruet pour le vélo, mais ils sont très rares et il y en a très peu malheureusement qui peuvent vraiment se spécialiser dans un autre sport que le foot. Toi, t'es d'accord aussi avec ce postulat il faut le foot dans sa carte? Je pense que oui, il le faut parce que ça va être de plus en plus compliqué de se retrouver dans une carrière, comme tu le dis, à la Gaëtan Vigneron. Laurent Brevier, par exemple, lui, il a vélo, tennis aussi, hein, il C'est vrai, ouais, commentait, c'est vrai. et maintenant il est à la tête du service web, enfin, de la partie web des sports à la RTBF. Mais oui, il faut le foot, mais ça, c'est le plébiscite du public, hein, Ouais. qui en demande tant et plus. Et donc, du coup, les chaînes diffusent un maximum de programmes foot.
Et c'est vrai que si tu veux être journaliste sport, bah, tu es quasi obligé d'avoir, ça, ou alors on est vraiment dans une formule où tu fais ça en complémentaire d'un autre boulot et alors, tu peux traiter de ton sport, favori qui ne serait pas le foot. C'est ça, c'est ça. Bah, c'est vrai que du coup, et pour ces gens-là, c'est le foot doit quand même rester, une petite carte à jouer, de toute façon pour pouvoir avoir les piges nécessaires. Maintenant, on va aller un peu sur, le futur. Donc, tu nous as dit ce que tu sais, tu nous as donné ton parcours. Elle fait quoi Christine en 2020-2021? Parce qu'il y a eu pas mal de changements. Alors je sais pas si tu peux le dire ou pas, parce que il y a un peu enfin, je sais pas s'il y a des Français qui nous regardent ou quoi, mais il y a un peu un gros mercato là qui est en train de se passer au niveau des droits, au niveau des présentateurs qui sont un peu en train de migrer à gauche à droite. Mais toi, du coup, Christine, pour 2020-2021, si tu peux nous dire, hein, je voudrais pas te mettre en porte-à-faux, mais qu'est-ce que tu feras la saison prochaine? Beh, je reparticiperai à la buvette, Ah, comme cool, ça on fera le point, très bien, d'accord? très très bien. Ça me Parce fait que comme plaisir. tu le C'est le dis principal. Pour moi, c'est le principal. Après le reste, voilà voilà. alors. Pour moi, c'est le principal. Beh, comme tu le dis, c'est compliqué. Mais j'ai appris à vivre avec cette situation aussi depuis 2005 carrément, hein, D'accord. parce que Ouais. quand, Belgacom à l'époque, enfin Proximus aujourd'hui, est arrivé en raflant le contrat, foot belge c'était BTV, oui, depuis 2004 on était, BTV, donc ça a été un séisme tout de même assez énorme qui était un petit peu imprévu. Et depuis, on sait que voilà, tout peut se passer tous les 3 ans ou maintenant les 5 ans, comme je te le disais. Donc, le fait que je sois déjà aussi en partie sur la RTBF avec l'Europa League prouve que on devient à un moment de sa carrière et j'en suis fort heureuse et j'ai cette chance-là aussi, je pense. Une personne qui représente quelque chose en tant que personne aussi, et au-delà de la chaîne à laquelle tu appartiens. Et donc voilà, je te dirais que tout peut se passer. D'accord. Parce que effectivement, alors là, moi j'étais assez surpris parce que j'ai vu, il y avait une offre donc pour la RTBF pour être, je crois que c'était chef édito sport. Donc effectivement, j'ai vu qu'elle était revenue sur le marché parce que les candidatures n'avaient pas été euh, assez bonnes pour la direction. Du coup, je me suis dit que forcément, tu n'avais pas postulé parce que sinon, tu aurais été prise, il n'y aurait pas eu besoin de remettre le travail, le pain sur le travail. Mais du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'aurait intéressé de partir sur chef des sports RTBF ou bien c'est déjà quelque chose que tu as comme statut à vous sport? Mais tu es bien informé, mais c'est carrément le poste de Michel Lecomte en fait, hein, qui est C'est en ça, jeu tout à puisque fait. Michel est arrivé, à l'âge, de la retraite. Beh, je te dis, je reparticiperai à la buvette, on en reparlera. Tu Ça sais, tout va, est d'accord, possible dans une carrière, hein. d'accord, Tout pas est de souci. possible. Ça va. Et justement, donc on va arriver un peu au niveau des droits. Donc c'est quelque chose qui, en même temps que le mercato des personnes, il y a eu le mercato moins physique, mais donc des droits télé, donc qui a été remporté ici par Eleven pour une somme qui est quand même assez conséquente, plus de 100 millions d'euros, je pense. Je sais pas si tu peux me confirmer, mais c'était 105, 115, 103, 103, ouais, oui. voilà, 103 millions Les d'euros, offres étaient toutes plus ou moins de cet ordre-là. c'est ça. Je prends mon verre d'eau. Vas-y, Désolé. vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Mais du coup, moi, il y avait une question. Quand j'ai vu ça, en fait, il y avait une question qui m'a tout de suite choqué. C'est est-ce que 105 millions d'euros pour le football belge, c'est pas un chiffre complètement fou? Alors, que vaut réellement le football belge? C'est très compliqué à déterminer. Heu, D'ailleurs, que vaut n'importe quel football? Parce Oui, que quand bien tu sûr. vois les chiffres, Pour la première ligue, européens, c'est tout aussi fou. Enfin, je veux dire, c'est. voilà, et je vais te dire, même le plus fou de ces dernières années, c'est le prix de la Ligue 1. Donc le milliard dépassé, de Mediapro pour être diffuseur de la Ligue 1. Parce que la première ligue, on est là sur un produit, Oui, qui s'exporte très extré bien. Ouais. extrêmement bankable, ouais, qui est mondialement, suivi. La Ligue 1, même avec le PSG, n'est tout de même pas encore à ce niveau-là et ne le sera, je pense, jamais malheureusement. On est dans une histoire de tradition, de on est dans le berceau du foot aussi en Angleterre, donc c'est une toute autre, enfin, je veux dire, c'était un tout autre attrait. Et donc le football belge, l'attrait principal du football belge, quand même, c'est la proximité, justement. C'est le fait que quand tu es fan de foot belge, même si pour les plus jeunes aujourd'hui, enfants, ados, il y a beaucoup, beaucoup
d'appétit pour le football européen et notamment via la Ligue des champions, puis les grands joueurs qui portent, les maillots des plus grands clubs. Mais, la Jupiler Pro League reste attractive parce que de proximité et parce que bien tout le sûr. monde qui aime le foot aime discuter d'Anderlecht, du Standard, et en tout cas de notre côté, de la frontière linguistique, donc certainement. Hem et donc quel est le prix réel? On ne sait pas dire, c'est très difficile à estimer. En tout cas, c'est le prix que certains sont prêts à mettre et je pense que tous les opérateurs étaient quasi prêts à mettre ce prix-là, en fait. D'accord. Ça s'est joué sur peu de choses. Ça s'est joué sur le fait qu'Eleven est arrivé avec un projet, qui tenait à cœur à la Pro League, je pense, c'est d'avoir une seule et unique chaîne, évidemment diffusée dans les 2 langues, mais, un canal central, on va dire. La chaîne, elle est pas estampillée chaîne de la Pro League, il faut quand même garder son indépendance, hein, c'est pas, il faut, je veux dire, ce sera le produit sera traité comme il se doit, mais voilà, c'était la volonté de mettre fin sans doute à tous ces opérateurs qui venaient se produire sur le football belge et autour du football belge. Rendre peut-être le produit plus fort aussi de cette manière-là. C'est ça. Mais du coup, ici, enfin, là, tu pourras peut-être nous répondre ou pas, hein, je sais pas trop, mais comment est-ce que Eleven compte pouvoir rentabiliser ces 105 millions d'euros, ces 103 millions d'euros? Donc, on sait qu'ils vont avoir une chaîne, qu'ils vont avoir un produit final qui va être vraiment quelque chose de très concret. On a vu les transferts qu'ils ont faits, ils ont pris des gens compétents, ils vont avoir une belle équipe autour d'eux. Maintenant, 103 millions d'euros, c'est une sacrée somme pour du championnat belge. Comment est-ce que comment est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ils pourraient rentabiliser cette somme-là? Rentabiliser, je ne peux pas répondre à leur place parce que c'est une chaîne et qui fait partie d'un groupe, aujourd'hui, européen, si je ne me trompe. Enfin même, c'est même en dehors de l'Europe, je pense, hein, Eleven Sports. Donc il y a 11 chaînes, je pense. Ils doivent revendre à chaque fois le produit aux opérateurs pour être diffusé, en tout cas ici au niveau belge. Donc ça, c'est des accords, financiers dans un premier temps. Donc la rentabilité de leur côté, je ne sais pas. Je sais que pour un opérateur comme vous, l'intérêt d'avoir du football belge, c'est que du coup, beh, hein, tu as des abonnés, des clients, tu as des clients à tes packs, internet, télé, voire, enfin non pas voir, j'allais dire téléphone fixe, oui, ça c'est peut-être un petit peu désuet, mais au mobile aussi. Donc ça, c'est le fameux quadruple play quand tu, es client et que tu prends les 4 abonnements possibles ou alors on va dire du triple play si tu pas de fixe et puis tu peux descendre encore à juste de la télé et internet, enfin toutes les combinaisons que tout le monde connaît. C'est pour sa renommée, son image de marque et attirer le client. Rentable, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas et c'est pour ça aussi que si, les clients s'offusquent parfois du prix, il faut bien se rendre compte que, c'est le minimum pour assurer quand même, je vais pas dire la rentabilité parce que c'est pas ça. Ça se calcule autrement, mais c'est un minimum quand même de payer, ce prix-là. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on trouve ça encore trop cher, mais quand on parlait de la première ligue, par exemple, un abonnement là-bas à Sky qui est un des 2 diffuseurs, qui est ultra connu bien sûr, c'est très, très cher, hein. On est dans des autres prix que ce que le client paye ici en Belgique, hein. Les abonnements français, c'est quand même, cher aussi, hein, puisqu'en France, tu as pas tout non plus sur un seul Oui, canal, il y a donc plusieurs, enfin, pour rappel, ouais, il faut s'inscrire, je crois que c'est 3 ou 4 canaux, enfin, ici avec le rachat de ouais, Mediapro, on ouais, ne sait pas trop comment ça va aller, mais en fait, il y a des grosses affiches qui sont sur un tel canal, il y a des plus petits matchs qui sont sur un tel autre, certains matchs de coupe sont sur, France Télévisions et donc faut s'inscrire à 3 ou 4 médias différents si voilà. on veut suivre les 20 ou 25 matchs de son équipe. Ça, c'est sûr que Alors qu'ici en Belgique, tu as des différences, mais qui sont, donc Eleven va être, diffusé, sur chez les opérateurs. Après, tu vas avoir, chez Proximus, tout le monde sait qu'il y a la Ligue des champions. Chez nous, il y a la première ligue en exclusivité. Donc c'est comme ça que se base, aussi le choix du client et puis, bon, il y a sans doute un souci de connexion internet aussi, enfin d'aller chez le meilleur. ouais, c'est Comptez ça. sur vous évidemment que la connexion est la meilleure. C'est, la grande qualité du réseau. Je fais du placement de Oui, produits je et vois. puis, Orange est entré dans la danse aussi Oui, oui, bien sûr. et donc ça va se jouer sur, oui, la qualité du réseau où tu habites et puis, sur le pack, sur le prix, la publicité,
Donc voilà, c'est comme ça que ça se joue, mais rentable à ce prix-là, ça ne l'est pas, ça rapporte rien enfin, ça rapporte indirectement, C'est ça ça, par rapporte rapport rien à ce qu'il y a moyen de directement. vendre autour du Voilà, produit voilà. football, à vendre la boxe, à vendre internet et tout ça. Mmh Et mh. justement, donc toi qui est dans la diffusion de chez Vous Sport, comment tu vois, l'émergence de nouveaux concurrents? Donc, tu parlais de Orange, maintenant je peux citer Twitch aussi pour, travailler dedans. Je sais que là, donc ils ont pris, je vais vous linker, l'article dans le chat. Donc, en fait, il y a, 4 grands clubs qui ont passé un contrat avec Twitch, donc il s'agit du PSG, du Real, de la Juventus et d'Arsenal, qui vont avoir du contenu exclusif sur Twitch. Donc il y a aussi les services de streaming un peu moins légaux, donc Mmh. l'IPTV, le streaming sur le net ou des choses comme ça. Est-ce que justement tout ça, c'est pas aussi une peur que peuvent avoir les diffuseurs de réinvestir autant d'argent dans des droits de diffusion alors que on peut l'avoir pour la moitié ou le tiers du prix, un service moins qualitatif bien sûr, mais on peut l'avoir moins cher. C'est surtout plus pour les plus jeunes générations, hein, mais est-ce que ça rentre un peu dans votre démarche éditoriale ou pas du tout? Ça rentre en tout cas dans une réflexion de chaîne, ça c'est clair, et une réflexion d'opérateur aussi. Maintenant, ça fait longtemps qu'ils sont annoncés, ça ne s'est jamais véritablement installé. Je me demande si c'est pas plutôt comme ce dont tu parles sur Twitch, là, que tu m'as expliqué juste avant qu'on se connecte, c'est du parallèle aussi et le grand défi, c'est de savoir comment les plus jeunes aujourd'hui vont consommer plus tard. Et est-ce qu'il la télé craint évidemment que les plus jeunes, s'en détachent puisqu'ils ne la suivent déjà plus en règle générale. Après, par exemple, pour le foot, ce qui reste la grande force et qui ne s'éteindra jamais, c'est la force du direct. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as envie de suivre ça en direct. Et pour être assuré d'une bonne qualité aussi, en général, la diffusion télé reste la meilleure assurance de ne pas avoir de soucis de quoi que ce soit pendant que tu regardes ton match, quoi. Donc, je pense que si les jeunes ne vont, les enfants, les ados s'installent rarement devant la télé, surtout les ados, quand il y a Ligue des Champions, quand il y a des grands matchs, quand il y a les Diables Rouges, ils viennent quand même devant un écran de télé. Donc oui, il y a une menace, mais finalement aussi, tout ça est très diffus. Donc au plus il y en a, au moins c'est clair, au moins il y en a qui va émerger facilement. Et je pense que ce qu'on craint aussi de leur côté, c'est qu'il faut vraiment y aller à la grosse louche financière quand tu veux avoir des droits exclusifs. Et ça devient très compliqué aussi de prendre ces risques-là, je pense. Donc je ne peux pas dessiner l'avenir. Je crois que des initiatives de ce type-là, il va y en avoir, effectivement, il y en aura encore. Mais Amazon, c'est Amazon qui a diffusé du foot Ben, anglais. par Twitch en fait. Euh, Donc Amazon ouais, enfin Twitch est une ouais, propriété d'Amazon et Amazon a acheté certains droits de matchs de Première League et les a fait transiter sur la plateforme Twitch en fait. ouais, d'accord. Ben voilà, je sais pas quel a été le résultat quel a été le résultat. Il faut trouver vraiment. Je pense que c'est quand même lié à la connexion ou alors tu te mets en filière effectivement et tu es plus certain de ta connexion et de la qualité de ton match, et de ta retransmission sportive. J'ai l'impression que le parallèle est plus intéressant pour, décliner autrement le produit aussi, C'est ça, que via le live du tout à fait. match, ici, Marseille, c'est de l'amical. S'il y a pas ça, il y a personne qui diffuse sans doute. Bien C'est pas sûr, un oui, bien sûr, combat c'est entre ça. une télé, C'est ça qui est encore. C'est pour ça que là, pour l'instant, c'est très balbutiant. Mais ce qui est sûr, c'est que Amazon par Twitch est en train d'investir massivement dans le sport. Donc, je ne sais pas combien peut coûter avoir des droits exclusifs de matchs de Première Ligue, mais ça doit être quand même un sacré paquet. Donc, ils arrivent à le faire. Ils ont lancé une chaîne sport, enfin, donc, une catégorie de sport sur Twitch. Donc, l'envie est vraiment de se lancer là-dedans. Donc, encore une fois, c'est très balbutiant. On ne sait pas où on en est encore. Il y a eu quelques petits contrats, mais c'est sûrement, comme tu dis, pour faire des extras. Donc, peut-être retransmettre des entraînements, des petits matchs à huis clos, des petits trucs, des petits jeux entre les joueurs ou des choses comme ça. Ça, oui. Maintenant, effectivement, la retransmission de match, ça compte
tellement dans un budget de club que je pense qu'ils peuvent pas se dire, OK, on va reprendre les droits à notre compte et on va se le faire sur notre petite chaîne. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, des offres qui commencent à pousser un peu, à gauche, à droite et on sait pas encore trop comment ça va se passer, mais c'est sûr que ça risque de bouleverser d'ici quelques pas mois, mais au moins quelques années, ça va bouleverser un peu le paysage audiovisuel, footballistique classique, quoi. Ça l'a déjà bouleversé, ça c'est clair, hein, ça l'a déjà bouleversé. Aujourd'hui, tu dois être en retransmission aussi, OTT comme on dit, donc tu dois le faire, tu dois te décliner sur les réseaux sociaux. Mais quand tu parlais de chacun qui revend ses droits, ça, il y en a qui ont essayé, mais je pense qu'ils n'y arriveront jamais parce que chaque championnat a besoin quand même d'une ligue forte C'est ça, et qui dit ligue forte, c'est que tu as besoin des plus petits. Les plus petits qui, par définition, ont beaucoup moins de fans que toi, mais tu peux pas faire ton championnat à toi tout seul et tu peux pas faire ton championnat entre les trois quatre qui ont un panel de fans extraordinaire et qui survivraient enfin, en revendant chacun leur truc. Donc, euh, je pense que ça n'arrivera jamais. En Espagne, ça a toujours été très compliqué aussi. Les clubs, enfin, oui, les clubs euh, licencier leurs droits chacun de leur côté, mais finalement, ils ont quand même dû se rassembler parce que si tu veux vraiment le pactole, c'est en tant que ligue que tu vas le chercher, pas en tant que, et pas en tant que club tout seul. Et après, il y a tout le temps des évolutions ou on annonce, mais j'ai encore rien vu qui perce véritablement. On annonçait la fin de la télé, sans doute déjà ici en 2020, ça a déjà été annoncé certainement à la décennie précédente. On est quand même toujours là, hein, on vient quand même de vendre les droits du football belge à une chaîne de télé, hein. Donc, non, bien sûr, bien sûr. qui se décline en ETT aussi, bien sûr. Tu peux prendre un abonnement via le net, mais ça reste une chaîne de télé avant tout. Oui, et puis beaucoup ont pronostiqué la mort de la télé, mais en fait, c'est plutôt les canevas de la télé qui se diffusent sur Internet, donc sur YouTube, sur Twitch, ou tout ça, c'est tous les codes de la télé qui commencent à y arriver. Maintenant, c'est vrai que du coup, ça divise les audiences, c'est pas forcément évident, mais parce que vu qu'il y a l'audience qui part un peu dans tous les sens, c'est plus difficile de pouvoir faire des gros investissements comme des fois il faut le faire pour des droits télé pour le foot, par exemple. Mais c'est vrai que la télé n'est pas morte et ne sera sans doute jamais morte, mais elle doit absolument se mettre à jour continuellement, et que ce soit en réinvestissant dans des nouveaux formats ou des choses comme ça. Mais c'est clair que c'est toujours en mouvement et c'est ça qui est aussi excitant, c'est de savoir que on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Il y a eu des gros changements, des fois qui ont plu, des fois qui ont moins plu. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans le football, quoi. Oui, moi personnellement, même si j'ai déjà quelques années derrière moi où ça ne me dérange pas, ça, je ne le crains pas non plus. Au contraire, je me rends bien compte qu'il faut évoluer avec ce qui est d'actualité et ce qui plaît et la manière de consommer aujourd'hui. Donc, je ne le crains pas. Je pense que, pour en parler là maintenant avec toi, ceux qui réussiront le mieux seront ceux qui trouveront la formule la plus complémentaire et qui arriveront donc à être en symétrie comme ça entre la télé et les médias digitaux. Et parce que c'est clair que c'est par là que ça passe aujourd'hui si tu veux rajeunir ton audience. Et donc, tu dois trouver la jonction entre les deux pour peut-être amener ceux qui entourent les ados, parce qu'au final, par définition, ils ont encore des parents. Et en général, c'est vrai que le sport se consomme, c'est aussi encore une des particularités, c'est que ça se consomme encore familialement, Effectivement, ouais, tout à fait. ce qui n'est plus le cas du tout des autres finis. C'est quand même très rare encore les familles qui se rassemblent devant un film ou même devant un divertissement variété. C'est très rare, hein. Donc, mais un match de foot, un événement sportif, on se retrouve quand même encore en famille autour de l'écran. Non, tout à fait, tout à fait. Et justement, donc, autour de l'écran, comme on en disait, je fais une petite transition un peu scabreuse, mais du coup, l'année prochaine, sur vous, est-ce que tu sais déjà ce qu'on va voir, comment on va voir, qu'est-ce qui va être diffusé, qu'est-ce qui va pas être diffusé? Ça a déjà été négocié, on sait déjà, ou bien c'est encore en discussion? C'est en cours, D'accord, c'est en cours, donc voilà, et le confinement évidemment a aussi, tout le monde a travaillé, ça c'est clair, enfin en tout cas dans notre secteur, mais en même temps ça a peut-être ralenti un petit peu
les négociations et autres. Mais ce que je peux te dire qui sera toujours diffusé, c'est évidemment la première ligue quasi en intégralité. Hein, tu vois tout. Même il y a la particularité qu'on a un programme qui s'appelle Goals of the Day le samedi à 16 heures, donc qui est on va dire le créneau le plus large, même si les affiches sont décalées, mais le plus large en Angleterre où il y a quelques matchs. Et il faut savoir qu'en Angleterre, ces matchs-là ne sont pas visibles même via les opérateurs Sky ou BT, parce que c'est un créneau qui est réservé au football et à l'accueil dans les stades, on va dire. Il ne faut C'est pas ça. empêcher le public. Ça, c'était vraiment un gros truc avant. C'était, ah, si c'est diffusé en télé, le public ira plus au stade. Bon, on a dépassé de loin ce truc-là. Mais enfin, en attendant, nous, on diffuse un programme, par exemple, qui n'existe pas en Angleterre. Donc, le téléspectateur belge qui regarde Vous Sport World plus de, a plus d'images qu'un anglais. Et donc ça reste vraiment notre fer de lance, mais on est aussi diffuseur des ATP 500 et 1000, Mhm. donc et quand même on vit les meilleures heures du tennis là, avec le combat des chefs, Djoko, Nadal, Ouais, tout à Federer, fait, même ouais, s'ils tout à fait. sont dans la dernière partie, mais on a David Goffin évidemment qui régulièrement offre tout de même de quoi vibrer aussi, parce que c'est toujours clairement avec des sportifs belges qu'on vibre Bien sûr, un bien petit peu sûr. plus. Ça, c'est et puis du hockey aussi, hein, avec nos Red Lions, Red Panthers. Donc, il y a de la qualité, il y a des beaux événements en boxe. Là, il y a tout un programme boxe qui arrive en août, et on va diffuser aussi le combat de la boxeuse belge. Là, tu vois, Delphine Persone. Mhm. Euh, donc, on est là, on est présent. Il y a l'Europe des 11 le lundi. Et donc, ça, c'est Vous Sport World. Vous Sport, ben, c'est en cours, quoi. C'est en Ok, cours de négociation. d'accord. Et tu sais déjà quand est-ce qu'on aura une date d'explication de ce qui sera là effectivement ou pas? Ou Par c'est... définition, les Non, négociations, on n'en connaît pas la date finale. Hein. Il n'y a pas d'accord. de. Bah, le championnat démarre le 8, Ouais, c'est ça. le, le samedi 8. Ouais, je suppose que ça va se décanter tout de même. Hein. Ouais, je pense que... Et du coup, est-ce que toi, à ton niveau, est-ce que cette crise du corona a vraiment été catastrophique? Parce que bon, du coup, il y avait quand même tu as encore des émissions à faire que du coup, ça n'a pas pu se faire. Il y a dû avoir un branle-bas de combat, je suppose, pour un petit peu tout. Est-ce que toi, tu as vraiment senti ce corona comme étant une calamité ou au contraire, ça t'a permis de réfléchir à des nouveaux moyens de dialoguer? Enfin, vous avez été sûrement dans le monde du foot les plus actifs sur les réseaux, hein, donc vous faisiez beaucoup de live, vous faisiez beaucoup de retransmissions, il y avait des petits moments nostalgie. Enfin, après, vous avez Patrick, donc forcément, niveau Madeleine, c'était sûr. Mais je veux dire, vous êtes adapté, mais est-ce que du coup, c'était vraiment aussi catastrophique que ça, ou bien vous avez quand même réussi à trouver la parade à ce niveau-là? Non, je pense qu'on a réussi à trouver la parade. On s'est surtout décliné, comme tu le dis, dans du live, donc dans du digital, ce qu'on ne faisait pas avant. Ça nous a donné des idées aussi pour la suite. Enfin, qu'on ne faisait pas à ce point-là. On a eu beaucoup d'archives. Heureusement, la première ligue a toujours une richesse incroyable aussi. Donc, on a pu proposer beaucoup d'archives. On a rediffusé des matchs qui n'avaient jamais été rediffusés. Hein, on a diffusé de 1992 à 2005 les rencontres, les grandes affiches du championnat. Euh, donc, oui, non, moi, à titre personnel, ça m'a permis, franchement, de faire un peu une pause avec le foot en direct. Et je me suis rendu compte que c'était pas plus mal. Hein. J'ai lu, au lieu de regarder un match de foot, j'ai pris quelques romans. Ça Ça fait m'a du fait bien de du pouvoir bien. mettre un pas de côté aussi de temps en temps. Exactement, exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a et mon côté passion et puis mon côté professionnel. Je déteste me retrouver dans une situation où je serai amenée à parler d'un match que j'ai pas vu. Ouais, Si je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Évidemment, je vois pas tous les matchs, mais faire semblant, ça c'est pas trop mon truc. Et donc j'adore quand même pouvoir être au courant et suivre, comme je te dis, un maximum pour en parler dans les différentes émissions. Et que ce soit sur l'Europe des 11 ou même l'Europa League, parce que il faut suivre les championnats aussi pour bien parler des compétitions européennes comme ça et connaître un peu la qualité des protagonistes. ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, effectivement, enfin,
Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont eu vraiment difficile pendant cette période du corona, mais c'est vrai que le fait de pouvoir se réinventer aussi, ça fait montre du fait que il y a quand même toujours des solutions à ce niveau-là. Et est-ce que vous, à ce niveau-là des retransmissions, est-ce que le fait que l'euro ait été modifié, du coup, ça a changé grand-chose pour vous? Ou bien de toute façon, il y avait rien de prévu à ce niveau-là pour l'euro Bah, 2020? ça a changé, nous sur vous, pas vraiment. Moi, il y avait pour projet aussi que je participe aux émissions de Benjamin, Mhm, autour de l'euro. Donc, bah, c'est juste, bon, c'est pas professionnel en fait. Moi, au début, c'était quand même un petit peu, bah, c'était dommage parce que moi, j'ai une attente énorme par rapport au diable et en tout cas à l'Euro 2020, c'était énorme. Moi, je suis persuadée qu'ils peuvent aller chercher le titre, qu'ils peuvent aller le chercher, j'allais dire sans aucun problème. Non, ça, c'est un petit ouais, peu présomptueux et je pense pas non plus que ce soit le cas parce que ça reste du foot, mais c'est dommage qu'il y ait un an de plus. Moi, je parle pas de l'âge des joueurs et tout ça parce que en plus, tu sais pas qui sera là, il y a toujours les blessures et tout. Et regarde l'histoire d'Eden, heureusement, oui, heureusement finalement que c'était pas l'Euro. C'est vrai que ce serait mieux qu'Eden et Kevin De Bruyne soient là en pleine c'est forme ça. pour l'équipe nationale. Je crois qu'avec Romelu Lukaku et Thibaut Courtois, ça c'est vraiment le quatuor base qui doit être bien présent. Mais non, moi, c'était plutôt pour la proximité avec la Coupe du Monde, l'échec de la demi-finale, qu'ils aient encore ça bien en tête pour être dans la revanche, C'est quoi. ça, Et ouais. dans la compréhension de ce qui s'est passé et qui ne peut plus se passer. Parce que quand on aime le foot et qu'on le suit vraiment, pas comme des footix, hein, mais comme des vrais, je pense qu'on a été nombreux à se dire que ce match contre la France, on aurait pu jouer des heures. Ça n'aurait pas changé le résultat, hein. Non, mais c'est Voilà, quand ils s'empalent sur, enfin, quand il y a deux belles opportunités à 0-0 pour la Belgique. Lloris, c'est tout de même un tout grand gardien bien sûr, aussi. ouais, Donc, bien sûr. j'ai l'occasion pour Eden. Il y a aussi la très belle frappe de Toby Alderweireld. Là, tu sens que ça va pas être notre jour, quoi. Ouais, non, bien Donc, sûr. Mais c'est vrai que j'ai c'est eu pour un peu ça. l'impression dans ce match-là euh, que Deschamps était plus fort que Martinez dans son trio défensif. C'était Varane, Umtiti, Kanté, qui ont réussi vraiment. Enfin, ils nous ont fait nous déporter pendant tout le match sur les flancs sans jamais avoir une demi-occasion. Effectivement, le crochet d'Eden qui est dévié par la tête de Varane, enfin, le shot enroulé qui est dévié par la tête de Varane et la frappe d'Alderweireld. Mais en gros, Lukaku a eu enfin, je sais même pas s'il a touché 3 ballons dans le rectangle français. Donc, Je sais pas si c'est une victoire tactique de Deschamps ou je pense que franchement, on a un tout bon coach quand ah, même, je hein. suis tout à fait d'accord, hein, je suis tout à fait d'accord qu'on a un très bon coach. Mais je pense que là, on a Et été moins fort. Pour moi, hein, je pense c'était. que, tu sais que moi j'en parlais déjà avant de savoir qu'un jour on se retrouvera, enfin on sentait bien qu'on allait finir par croiser la France hein, à un stade assez avancé de la compétition. Ils ont un réservoir encore plus fort que le nôtre, Ah, hein. bien sûr, bien sûr. Pour moi, Ils ont un réservoir c'est plus les favoris du fort. prochain Euro pour moi. Hmm, je On en sais reparlera dans pas. la prochaine buvette Ouais, si voilà, jamais. c'est ça, Mais exactement. Mais pour moi, c'est encore les favoris. Après, voilà, je sais pas trop comment euh, ça va se passer et tout ça, mais leur réservoir est enfin, ils ont vraiment des joueurs qui sont. je Ils sais peuvent pas s'ils encore sont tenir. encore favoris avec Deschamps en fait. Ah, ça Faudrait peut-être, peut-être ouais. changer l'ADN, enfin pas l'ADN, parce que c'est pas, il n'y a pas d'ADN spécifique, mais c'est vrai que son côté quand même plus attentiste, ça va peut-être finir par casser les pieds quand même. C'est possible. Alors le résultat, oui, et évidemment quand tu es champion du monde, et bravo à lui, hein, Ouais, il est et je pense finaliste qu'il a d'Euro aussi, voilà, c'est ça. donc, Il a fait avec, mais je les vois pas faire trois fois de suite le coup, moi. Trois bah fois, après, je veux dire 3 fois aller en finale. si on veut être un peu tranquille et puis se faire traiter de pays du Somme et tout ça, il faudrait pouvoir remettre l'église au milieu du village, hein, donc retomber On contre eux va en les avoir demi-finale. de toute façon. Bah ouais, c'est Cette ça. fois, on les aura. Mais je pense Voilà. que ce qui nous a fait le plus mal, c'est de savoir qu'on aurait gagné la finale derrière. Je crois que c'est ça qui nous a fait le. Ça aurait été derrière le Brésil ou un autre match qui aurait été vraiment très compliqué, l'Espagne en pleine forme, des choses comme ça. Mais là, le fait de savoir qu'on allait jouer ou contre l'Angleterre qu'on avait déjà battu, ou contre la Croatie qui était carbonisée,
C'était L'Angleterre, oui, mais la Croatie, je m'avancerai pas, tu sais, parce que c'est pas passé très loin non plus, que ce match ait une autre physionomie aussi, hein, oui, pour la bien sûr, finale. ouais. Et ça restait une belle équipe avec une génération. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'inquiéter pour l'âge des diables, hein. Justement, c'était une génération pleine d'expérience qui n'avait jamais été au rendez-vous finalement comme elle devait, parce que ça reste des footballeurs de grande qualité, de Ouais, grand tout à fait, talent, hein. bien sûr. C'est à l'image des équipes l'ex-Yougoslavie avant, pour les plus anciens, ça a toujours été des beaux footballeurs. Et d'ailleurs, dans notre championnat, on a eu la chance à certaines époques d'avoir des grands joueurs venus de Yougoslavie et même encore aujourd'hui, bah, des Croates ou des Serbes, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, ça restait du danger aussi. Ouais, tout à Mais fait. ce sera pour une prochaine buvette, c'est C'est vrai. ça, c'est ça. On en reparlera, on fêtera ça et cette fois-là, on boira le champagne qu'on a mis au frais, Ouais, en 2018. j'arrêterai de boire de l'eau, c'est vrai. Dans une buvette, ça se fait pas, hein. C'est ça, C'est c'est ça. totalement interdit ce que je Ouais, ça fait fais. bizarre, ouais, c'est ça, on n'a Ouais. pas l'habitude. Mais du coup, par rapport à ça aussi, pour l'équipe belge, moi j'avais une peur pour, cette Euro-ci et je suis très content du coup que ça soit reporté. C'était au niveau de la charnière défensive. C'est-à-dire que Vertonghen est pas dans une très bonne passe à Tottenham. Compagnie, c'est Compagnie, il s'est reblessé là en entraînement. Est-ce qu'il aurait été fit? C'est compliqué. Vermaelen, ben, n'est pas non plus dans un état de santé fabuleux. Quid de notre charnière si on continue à 3, si on se passe à 4, qui on met, où on les met? Mais pour moi, le plus important sera que je sais pas si si j'étais à sa place, petit jeu, s'il faut pas se dire à un moment, il faut passer à autre chose et chercher, la formule idéale, je pense qu'il va rester avec les 3 parce que ce qu'on a devant comme joueur, nous permet aussi d'avoir, un trio défensif et d'avoir ce football-là. Mais, d'avancer plus vite vers, un choix peut-être, d'Edric Boyata qui a pas fait une vilaine saison du tout au Mhm. Hertha Berlin, qui s'est imposé là, qui a déjà maintenant du coup pas mal d'expérience quand même, d'avoir vraiment un mix, mais ces 3 là, ce serait vraiment, ça m'étonnerait qu'on arrive à avoir ces 3 là sur la charnière, enfin sur le trio défensif, Alderweireld, Vertonghen et avec Compagnie au milieu. Entre eux 2, je pense pas qu'on y arrivera. Donc l'important pour Martinez, ce sera de faire les choix à un moment, C'est ça. décisif et pouvoir avoir quelques matchs, de préparation, tous ensemble quoi, Non, pour bien ces sûr, 3 là, bien sûr. ceux qui seront amenés à former le trio. Après, Denayer fait aussi une bonne saison à Lyon. Ouais, Donc voilà, Christian Cabasele à Watford aussi fait une bonne bah, saison. ça du Maintenant, choix, il y en a, c'est ça, ouais. voilà, il y a de quoi faire. Maintenant, on peut encore repartir avec un 4-4-2 ou une autre formation qui permettrait de reprendre deux flancs, deux backs offensifs. Alors, on peut penser peut-être à du Meunier, à du Castagne pour descendre un cran. C'est encore des choses un peu plus risquées, un peu plus différentes, mais voilà, c'est aussi une solution que. Mais Martinez devra trouver de toute façon une solution, ça, c'est certain. Ouais, et puis c'est bien qu'il reste aussi peut-être dans le profil, il fait avec ce qu'il a et dans la manière dont ces joueurs-là ont l'habitude de jouer aujourd'hui pour le moment. Le trio défensif est quand même, souvent de circonstance chez les plus grands, hein, donc dans les clubs où jouent nos joueurs. C'est vrai qu'au Real, pas, non, mais en Angleterre ou alors tu as des entraîneurs qui alternent entre l'un et C'est ça, l'autre, voilà. Oui, puis ce donc 3-5-2, ça c'est souvent du moi j'aime 5-3-2 bien. aussi, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. Il y a j'aime Patrick bien. qui fait coucou dans le chat, qui dit bonjour la famille, donc on reste toujours dans le côté très maternel. Oui, oui, on est en famille là, C'est c'est ça, cool, c'est ça. c'est cool. Euh, je reviens un peu au niveau des droits, au niveau du mondial, mais cette fois-ci du mondial féminin. Est-ce que sur vous, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, on aura du foot féminin qui sera plus souvent proposé? C'était une grosse demande d'Aurélie Herman, qui est une fervente défenseuse, Ouais, ouais, une défenseuse défenseuse, ouais. du football féminin. Et donc, est-ce que dans le package que proposera l'année prochaine, est-ce que ça c'est négocié aussi? Beh, dans, Eleven, enfin dans le contrat,
dans le nouveau contrat autour du football belge, la Super League féminine avait sa place et donc ça a été négocié, c'est acté, hein, Eleven va diffuser du football féminin belge. D'accord. Et est-ce Ça, qu'il c'est clair. y aura une chaîne, donc un peu comme Vous Sport World, Vous Sport 1, Vous Sport 2, est-ce qu'il y aura une chaîne Vous Sport féminin, foot féminin, ou bien ça sera plutôt en même temps que dans les autres chaînes? Ils vont l'englober et je pense que c'est pas plus mal. Il faut pas commencer à faire des C'est trucs, ça, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est quelque chose qui me et faisait très peur parce que du coup, ça aurait été une chaîne qui aurait été mise un peu sur le côté par la non, non, plupart, non, tandis non, non, que, ouais, c'est non, ça. non. Ce sera intégré, dans les programmes, et donc on va découvrir le football féminin belge. Ça, c'est C'est une bonne ça. nouvelle, hein. Il y aura de l'image, après avoir, suivi déjà l'équipe nationale et RTL qui continue à diffuser, je suppose, les Red Flames qui vont finir par, retrouver un grand tournoi comme elles l'avaient fait en Euro 2017, hein. Je pense que l'avenir du foot féminin, se profile bien parce que la fédération a véritablement bien investi. C'est bien qu'elle ait fait ça et donc il y a de plus en plus, comme je le disais, de filles, de jeunes filles qui s'intéressent au foot. Hem, il y a beaucoup de licenciés, hein. Je me demande si c'est pas 40 000 filles maintenant? Est-ce que c'est beaucoup ça? Ça, Mais je pense que c'est ça. je ne connais pas le chiffre, mais ça me Mais paraît pas je pense déconnant, que ouais. c'est ça, je pense que c'est ça, donc non, non, ça, il va y avoir et de mon côté, c'est clair que moi, j'essaye d'activer dès que c'est possible, hein, et d'insister, mais autant avant, ça pouvait passer un peu pour, du superflu ou je C'est sais ça, pas, ouais. pas de l'utile. Je pense que c'est les mentalités sont en train de changer. D'abord que le sport féminin belge, heu, a de très beaux résultats, que ce soit en individuel ou en collectif, même parfois mieux que côté masculin. Et donc du coup, bah, ça permet aussi au public de découvrir et d'arrêter de s'arrêter justement à ce truc du: «C'est pas le même sport, c'est pas» ben non, c'est pas le même sport parce qu'une femme, n'aura jamais la même intensité physique qu'un homme et encore, j'étais encore heureux. Bien Sinon, sûr. il y a un truc qui tournerait pas rond, quoi. Donc c'est une autre manière de voir le sport, comme c'est une autre manière de vivre le tennis en regardant un match féminin ou un match masculin. Et on peut y découvrir d'autres choses et puis après quand les résultats sont là, on se moque de savoir si c'est un homme ou une femme Bien qui sûr. pratique le sport et donc par exemple, la coupe du monde féminine, moi, ce qui m'avait subjuguée, c'est le fait que comme il y a moins de fautes, il y a moins d'arrêts, il y a moins de oui, il y a peut-être moins de vitesse, donc le ballon sort un petit peu moins aussi, donc finalement, tu les vois tout le temps en train C'est ça, ouais, bien sûr. Bien sûr. de courir et il y a beaucoup moins de pauses que dans certains championnats aussi où c'est la spécialité de faire beaucoup de cinéma. Il y a moins de cinéma aussi, hein, peut-être Mais chez c'est ce les que hommes, j'allais je suis dire, désolée. j'ai l'impression qu'il y a moins de fourberie aussi. Donc il y a moins Oui, de exactement. simulation, il y a moins de petits coups, il y a moins d'arrêts, de fautes intelligentes, hein, comme on l'appelle, de fautes de plein jeu pour éviter une contre-attaque. Donc c'est que là, il y a plus de gentillesse. Alors voilà, entre gros guillemets, et sans vouloir dénaturer le mot, mais il y a plus de sport en fait, il y a plus de football, il y a plus de ballons. Maintenant, effectivement, oui, il y a toujours eu les critiques sur le fait que le niveau ça va moins vite, c'est moins chouette à regarder ou des choses comme ça, mais pendant la Coupe du Monde, il y a quand même eu un engouement qui était quand même assez propre, hein. Je sais, j'avais sorti les chiffres avec, euh, avec Aurélie, mais c'était plus d'1 milliard de personnes qui avaient en tout passé un moment Oui, oui. sur le mondial. Donc c'est quand même quelque chose qui est très regardé, quoi. Oui, la RTBF a eu des très belles audiences, Tout à fait, ouais, bien même sûr. sans l'équipe nationale, donc c'est dire si, bah, elles vont participer, il va y avoir ça va être, ce seront des petits cartons d'audience. Tu vas pas atteindre les chiffres, tout de suite, du football masculin, mais qui sait à terme si, d'ici une décennie, tu seras pas dans cet ordre-là aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, enfin, en tout cas, le fait que TF1 les retransmise et qu'ils aient mis vraiment les moyens, que ce soit un vrai panel de professionnels qui étaient autour et qu'ils n'ont pas relégué ça un peu comme étant du contenu pas trop cher, ça a vraiment aidé à avoir vraiment quelque chose de très propre au bout du compte. Et les gens ont suivi, les spectateurs étaient dans le stade. Et c'est vrai que c'était quand même un événement qui fait que moi, je regardais très peu de foot féminin. J'avais couvert quelques compétitions pour le boulot avant, mais je m'y attardais pas vraiment. Mais là, j'ai regardé des matchs complets jusqu'à la fin. J'ai regardé les demi-finales et la finale à 100%. C'était vraiment, voilà, c'est une chouette expérience et je pense que ça a donné aussi l'envie à pas mal de gens de voir un peu plus que juste ces petites bribes qu'on voit de temps en temps quand les Red Flames font un bon score. On voit 2 minutes dans un journal ou à la tribune Mmh. et voilà, je Bah, pense ici, qu'il y maintenant, a. c'est différent avec le contrat RTL, hein, qui C'est les ça. suit et
Et d'ailleurs, comme tu parlais du stade, pour moi, c'est une de mes plus belles émotions stade des 5 dernières années, hein, c'est d'avoir été voir un match de l'Euro 2017 aux Pays-Bas, à Breda. Euh, le fameux match où elles ont battu, les Red Flames ont battu la Norvège, qui était quand même vice-championne d'Europe en Ouais, c'est ça. titre. Et il y avait une superbe émotion, il y avait du monde quand même, et il y avait la base fan, j'étais avec eux d'ailleurs, des Diables, là, le club de, c'est 1895, hein, le club de supporters. 1895, je sais plus. Si, c'est quelque chose comme ça. Et donc c'était vraiment très très sympa à vivre et à vivre au stade aussi. Et comme tu le dis, on retombe, enfin, on retrouve les vraies valeurs. On est loin de tout ce qui a phagocyté parfois le football masculin. C'est ça, c'est ça. Mais justement, ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Et c'est ce pourquoi je te disais un peu en off que j'avais eu ce petit manque de motivation par rapport au foot, que j'avais le moins envie de regarder les matchs et tout. J'avais ce côté un petit peu trop où ça devenait un peu trop de la parade, il y avait moins de passion, il y avait moins d'engouement. Mais de la part des joueurs même, au niveau du terrain, au niveau de, de ce qu'ils pouvaient investir dans leur équipe, on était beaucoup plus dans la représentation. Il y en a qui sont clairement des influenceurs et plus forcément des joueurs de foot. Donc voilà, il y avait ce côté un petit peu plus mégalo qui rentre en jeu. Est-ce que toi, tu le ressens aussi dans ce que tu fais comme métier? Est-ce que tu vois un peu ce foot qui a un peu changé ou bien au contraire, c'est toujours autant... Ça a changé, ça a changé. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a tellement de compétition aujourd'hui que moi j'ai une impression parfois, mais c'est très personnel, qui se disent bon, ouais, ouais, il y a des fêtes, soit demain, après-demain, enfin dans 3 jours, allez, je joue la Ligue des Champions, ou inversement, dans 3 jours, j'ai une grosse affiche en championnat, que tout ça fait qu'ils n'ont plus vraiment de contact avec la réalité de l'événement. Et ils sont ballottés d'un truc à l'autre, et je pense pas ils sont fautifs, c'est tout ce qui tourne autour, c'est toute la mise en place autour. Il reste euh, les finances, finalement, c'est tout ce qui se raconte autour d'eux. Je ne sais pas si eux ont cette même réalité. Il y a des joueurs qui sont très énervants. Ça, c'est clair que pour moi, il y a des joueurs qui sont très énervants. Paul Pogba m'énerve beaucoup. D'accord. Maintenant, c'est bien, il rejoue. J'allais dire, je voulais pas que Euh, tu donnes de nom, mais tu y es allé direct, donc ok, pas de souci. bah, Paul Pogba m'énerve parce que ce qu'il a fait parfois sur le terrain, sous le maillot des Red Devils, je trouve ça, c'est pas très respectueux de l'institution et de son employeur, tout simplement. Ah, bien sûr. C'est pas parce que tu es joueur de foot que tu as le droit de bafouer. Et si tu te sens pas bien, bah alors, parle-en avec le coach, ou je sais pas, mais fais quelque chose. Et puis tout le temps aussi annoncer, ça c'est plus un truc aussi, on va dire, à la belge dans notre championnat qui m'énerve beaucoup, c'est on est à peine arrivé qu'on veut déjà partir, ou on a fait Ouais, 2 bons matchs, et les médias sont un peu responsables de ça aussi, de mettre les joueurs sur un piédestal. Et ça participe parfois aussi à ce dont je parlais il y a quelques minutes, là, c'est que certains parlent de matchs qu'ils n'ont pas vraiment vus en fait, et donc ou tire des conclusions sur un joueur dans le mauvais sens, c'est-à-dire en étant très critique, sans remettre en perspective parce qu'ils n'ont vu qu'un résumé au lieu de voir le match tout entier, ou parce qu'ils n'ont vu jouer qu'une fois et qu'en fait ils sont tombés sur le mauvais match. Et dans l'autre sens aussi, bah voilà, ils l'ont vu jouer une fois, ils sont tombés sur le bon match. Et donc ça, tous ces trucs-là, oui, c'est un côté un petit peu énervant. Je ne sais pas si ça a fort changé en fait depuis que je fais le métier. C'est pas nouveau non plus, hein, depuis que la médiatisation est là, les images, et il y a tout un amalgame aussi parfois qui fait qu'on est dans un effet boule où tu il y a trop quoi. Il y a peut-être trop, oui, c'est vrai, il y a trop de visibilité, et ça empêche d'avoir un petit peu d'authenticité parfois. c'est ça. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose enfin, qui m'a marqué aussi à ce niveau-là. Je prenais toujours un peu l'exemple quand j'étais petit et qu'on faisait des petits stages de foot, on était parrainé par des stars. Enfin, pour nous, c'était des stars, c'était des Dante Brogno, des Marco Casto, c'était Roque Gérard qui venait parce que bon, voilà, je jouais à Charleroi, mais c'était tous les joueurs de Charleroi. Maintenant, c'est très difficile, il n'y a plus beaucoup de contact entre justement les petits jeunes et oui, par les réseaux sociaux, par Instagram, par Twitter ou des choses comme ça, mais il n'y a plus vraiment ce côté proche. On a l'impression qu'ils sont tellement loin de nous. Et même en Belgique, comme tu disais, parce qu'on les met peut-être sur un piédestal, parce que peut-être que pour eux, c'est juste un tremplin pour enfin aller en Première Ligue ou en Liga. Et il y a vraiment ce manque
comment dire, de contact entre Mais je les crois joueurs. je ne pense pas que ce soit leur propre volonté, c'est surtout ça qui est ennuyant, c'est qu'on les éloigne aussi de ça. Et comme tu dis, c'est important de pouvoir être au contact, bah, de sa base et de ses fans et des plus jeunes et que de continuer à entretenir ça. Ils sont pas les joueurs, ils ne sont pas contre, mais on leur fait faire peut-être tellement de trucs inutiles finalement, qu'il faut faire des sélections, mais et puis aussi, on les protège ou on les surprotège sans aucune raison par rapport à ça. Ça fait du bien aussi d'aller au contact comme ça, de pouvoir, discuter, d'être, dans une vraie réalité et pas dans cette bulle, enfin, qui est pas virtuelle, mais qui n'est pas tout à fait réelle, quoi. De remplir leur journée un petit peu autrement que, c'est vrai qu'il y a il y a il y a il y a du temps libre parce que tu peux pas non plus passer ta vie sur le terrain, ça c'est clair, sinon tu vas user ton corps à un point, heu enfin oui, à un point trop élevé, mais leur faire des choses concrètes, ça les rendrait aussi différents, je pense, et ça les préparerait aussi pour la suite parce qu'on est sans doute en train de se préparer sur des véritables catastrophes humaines pour ceux qui n'ont pas su gérer peut-être la petite fortune qu'ils ont amassée, ça arrive aussi fréquemment, qui n'ont plus du tout été en contact avec la réalité. Tous ne vont pas devenir managers, coachs, dirigeants de Non, clubs. bien sûr. Et donc, ils ont souvent enfin, peu d'armes au niveau études et tout, donc ça leur permettrait d'être, vraiment dans une vie un peu plus réelle. Moi, si j'étais dirigeant, c'est ce que je ferais avec mes joueurs, c'est les emmener comme ça, ou même, je me disais l'autre fois en y réfléchissant: «Pourquoi ils ne donnent pas entraînement?» Pourquoi de temps en temps? Alors pas tous les jours évidemment, pas tout le temps, mais pourquoi ils ne donnent pas, dans leur propre club, C'est ça, entraînement ouais, bien sûr. aux plus petits, comme tu dis? Alors ils seraient au moins au contact, de cette réalité-là aussi. Non, clairement. Et je prends un peu mon exemple, c'est-à-dire que moi j'ai contacté donc pour cette émission. Alors encore une fois, c'est une émission qui a très peu de vues, qui a pas beaucoup de d'écho ou quoi que ce soit, mais j'ai contacté énormément de gens. J'ai vraiment eu très très peu de retours. J'ai eu Christian Cabasser qui m'a répondu tout de suite, mais bon, je pense qu'il est un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais ça a été quelqu'un de très gentil, très affable, qui a tout de suite été au contact. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident de pouvoir ne fût-ce que contacter. Mais même pour nous, ça ne l'est Bah pas. oui, c'est ça, Même parce pour que nous médias, même les médias officiels sont en difficulté par rapport à ça, donc j'imagine bien ta la complexité de ta tâche pour essayer de les amener vers toi et heureusement qu'il reste des gars comme Christian Cabassédé, ça c'est clair, hein. non, Même pour clairement. nous médias, hein, ça Ouais, parce c'est une on grande avait eu le richesse et cas c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas perdu le contact tout à avec fait, l'origine, avec d'où il vient, quoi tout à et fait. qui se rend compte que ça fait plaisir, de pouvoir se rendre disponible comme ça. À mon niveau, je vais te donner un exemple, c'est, bah, te répondre favorablement, ça me fait plaisir parce que, je sais que ça te fait plaisir, donc il y a Tout à pas fait, de raison. Si j'avais été à ta place, j'aurais aimé que ça m'arrive aussi. C'est comme quand je réponds aux étudiants qui me contactent pour un mémoire, pour des questions, interviews, de travail de fin d'études. J'ai été à leur place, j'ai été à votre place aussi, donc je le fais avec grand plaisir parce que voilà, il y a pas de raison de devenir, évidemment, il faut caser tout dans un emploi du temps, mais allez, on n'est pas non plus, 1 ministre, hein. non, C'est une bien sûr, messe. Là, elle a du taf, elle. Là, elle a vraiment du c'est taf. ça. Les autres, on a un petit peu de temps Ouais, à c'est ça. vivre. Mais c'est ça un peu qui est toujours dommageable, c'est qu'on se dit que, allez, ça aurait été bien de pouvoir avoir des insights sur certains joueurs, qu'on sait qu'ils ont du temps, parce que voilà, maintenant ils ont beaucoup moins joué, et que moi j'avais lancé ça justement pendant le Corona, donc je me dis qu'ils avaient plus de temps et tout ça, mais c'est que ne fût-ce que avoir un point de contact, c'est déjà très difficile. On va sur leurs Mmh. réseaux sociaux ou quoi que ce soit, il y a pas moyen, il y a vraiment un mur, on ne sait pas leur envoyer un message, ils ne savent pas les voir, il faut avoir la chance d'avoir un RT Twitter ou un truc comme ça qui fait on peut avoir un contact direct avec la personne. Il y a eu le cas avec Eden Hazard que Aurélie nous expliquait. Ils ont pu l'avoir en interview, mais c'était 15 minutes. Il fallait répondre à 3 questions maximales. On ne pouvait pas parler de ça, de ça, de ça, de ça. Et donc, ouais, on lui demande il fait beau, ça s'est bien passé l'entraînement et ça va ta cheville. C'est un peu dommage aussi parce qu'on a envie. Enfin, moi, pourquoi j'ai créé cette émission-là, c'est justement parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin dans les discussions avec les personnes qui viennent du monde Ouais, du mais football, parce que ça prend du temps, parce qu'on ne connaît pas tous les tenants aboutissants. Quand on a parlé avec Christian, il y avait un point très, très, très important qui était rentré, c'était le point de vue psychologique, où ils avaient des cellules psychologiques qui étaient
qui était disponible à Watford, qu'il disait après un match, quand tu fais une faute de main, carte rouge, que tu fais un penalty à 90e minute, le lendemain, il faut savoir se relever parce que 3 jours après, il y a un gros match qui suit. C'est toutes des choses qu'on apprend comme ça en parlant un peu plus longtemps avec les gens. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir aller un peu plus loin avec eux parce qu'ils sont cadenassés soit par une équipe de com du club, hein, bien sûr, soit parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils n'en ont pas besoin. C'est vrai que c'est un peu plus dommage à ce niveau-là. J'espère que ça va bouger, ça, à un moment ou à un autre, parce que c'est vrai qu'il y a pas de raison de ne pas raconter ces trucs-là, mais on a l'impression qu'on doit tout le temps parler de la même chose et C'est que ça, l'important, la c'est les la trois langue de points. bois, ouais, voilà, c'est ça, est devenue, le modèle et comme ça, on n'a pas d'ennui. C'est Après, il ça. y en a qui dérapent, oui, et aujourd'hui, avec le buzz et la vitesse de C'est l'info, ça, hein, bien sûr. ça peut porter préjudice, mais enfin, ça reste, Ça mais le reste un foot a sport, hein. toujours été ouais, le foot a toujours été un petit peu comme ça, hein. C'est C'est pas ça. nouveau non plus. Je sais pas pourquoi, on peut pas, s'exprimer un peu plus librement et raconter des choses un petit peu différentes et venir sur d'autres terrains et voilà, il y a pas de mal à expliquer. Je sais pas. C'est Ici, c'est c'est compliqué, mais c'est compliqué pour nous aussi, oui, comme oui, je te ça, dis, je donc me doute bien. Ouais, tout à fait. Ça doit être compliqué heu, de parler de gens qui veulent pas nous parler. C'est toujours compliqué ouais. aussi. Et ici, Patrick parle dans le chat et il dit n'oublie pas le contre-exemple de Soleil. Je réitère ma question. En fait, Dorian, je lui avais envoyé un message parce que j'ai des contacts avec Walter Chardon à Charleroi. Il m'avait Mmh. donné le numéro de téléphone de Dorian de Soleil. Je lui avais envoyé un petit message pour voir un peu s'il pouvait passer. Je sais pas, il m'a pas répondu, mais donc je réitère la demande. Si Dorian, tu veux une fois prendre une petite heure et demie pour venir dire bonjour, c'est avec un grand plaisir que je t'accueillerai dans la buvette. On boira peut-être autre chose que de l'eau, mais là, Christine est restée à l'eau. Donc voilà, comme ça, la demande est passée. Mais écoute, Parfait. Ben, mais moi, je dis, parfait et je pense qu'il va y avoir du monde et longue vie à la buvette, hein. c'est gentil. Mmh mh. Mais écoute, on va pas trop traîner. J'ai encore une petite question ou deux à te poser. Donc, c'est des questions de fin d'émission. Il y a déjà une question, une grosse question, toi qui a bercé toute mon enfance de Première Ligue. Si je te donnais trois équipes de Première Ligue, donc les Invincibles d'Arsenal, l'équipe de Manchester de Ferguson, donc Keane, Giggs, Beckham, Irwin, Cole, York et tout ça, ou l'équipe de Liverpool de Klopp de maintenant. Laquelle pour Oh! toi est celle qui a le plus marqué le football anglais? Ben moi, j'avais un petit faible pour les Invincibles quand même, pour Arsenal, hein. Ça correspond un peu, l'émergence d'Arsenal, c'est mes débuts, de contact avec la Première Ligue. C'est aussi le premier stade où j'ai été en Angleterre, à Highbury, donc ça reste un moment, magique. Hem, donc moi, je dirais que cette équipe-là était très forte parce que ce qu'ils ont fait, ici, ils ont tenté de le faire. Les Reds, ils se sont plantés d'ailleurs face à Watford, hein. Ouais, bien sûr, hein. Peut-être que et puis bon, après, avec l'avance qu'ils avaient, c'est difficile de garder ce rythme-là et de rester, vraiment invincible. C'est une belle équipe aussi. L'équipe de Ferguson était magique par le côté, automatisme, enfin, c'était, une équipe qui marchait aussi, qui avait une faculté de se sortir du pétrin, par le talent, par le caractère, à l'image de son manager. Mais donc je vais te dire quand même, donc il faut faire un choix, il faut se mouiller, je vais dire les Invincibles. D'accord. Et du coup, est-ce que tu sais quel joueur a mis fin aux Invincibles? Ah, qui a marqué le goal qui les a En fait fait, perdre, il y a eu deux buts. C'était un match où ils ont perdu 1-2 et c'est deux buts du même joueur. Et à ce moment-là, en j'ai dû le indice, savoir, il mais jouait à Everton. C'était 1-2 contre Everton. donc on était en 2004-2005 alors? Mhm. Début de saison, parce que c'est 2003-2004, hein, les C'est ça. Et donc, Invincibles. c'est mi-saison, je pense, plus ou moins de. À Everton, mais là, à cette époque-là, c'est pas un Belge? Non, Si? non, 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 c'était mais pas un non, non, pas Belge. encore. Fellaini, il est arrivé en Ah oui, plus 2008. tard, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Heu, bah, un attaquant d'Everton, il y avait Duncan Ferguson, je sais pas si c'est ce moment-là. Non. Heu, Everton, mmh, 2004-2005. Ouais, je vais te dire, ah ouais. Bah, ouais, parce qu'en plus, il est extrêmement connu. C'est un des plus grands attaquants anglais. Pas par À la taille, Everton? ouais, pas par la taille, mais par le talent. Qui maintenant joue à MLS. Ou je suis pas sûr qu'il joue encore d'ailleurs.
Il a fait toute sa carrière à Manchester United. Ah, Owen Rooney, C'est ça. qui commençait sa carrière. C'est ça. Et donc Ah oui, 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 c'est oui, lui qui oui. met les 2 goals, dont une frappe complètement folle. Je me souviens encore de ce match-là parce que moi j'ai toujours été fan de Liverpool et du coup j'aimais vraiment pas Arsenal parce qu'on se battait un peu avec les amis dans le vestiaire, mais du coup on avait suivi ce match-là et c'était Rooney avec sa petite tête de genou qui Ah oui, avait bah super, mais je crois que je vois le goal, effectivement. Je ne me souvenais pas que ça correspondait à la fin des Invincibles. Pat l'avait dans le Euh, chat, mais ouais, ouais, c'est oui, mais ça. évidemment, mais pas, oui, mais oui, évidemment. Ouais, il est comme moi, à mon avis, il était pour les Reds aussi. Il était content qu'enfin cette Ouais, hégémonie vous êtes s'arrête. heureux là, hein, avec François aussi, bah, vous êtes tous Red C'est ça, Celtic. ouais, c'est ça. Bon, on aime bien le foot, hein, c'est pour ça, hein, Ouais. Vous Euh, avez raison, c'est une belle équipe. bah ouais. Du coup, j'ai encore deux petites questions. En tant que journaliste, s'il y avait eu une interview que tu aurais voulu faire d'un joueur passé, présent ou futur dans le monde du football, ça aurait été qui? J'espère en avoir encore à faire. Donc, hmm, bah, il y en a certainement plusieurs quand même. J'adorerais interviewer Lionel Messi, mais je parle pas espagnol. Faudrait le faire en anglais, c'est pas toujours ma spécialité non plus. Non, Lionel Messi, j'aime beaucoup ce qu'il est, ce qu'il représente quand même. Et puis là, regarde, il est en train de se lâcher. Là, Ouais, il sort ouais. un peu de la langue On de sent bois, qu'il en, donc c'est pas on sent mal. il a dur là. On sent qu'il en a Ouais, plein le dos, voilà. pour être poli. Ouais, donc lui, j'étais super fan d'Alessandro Del Piero aussi. Alessandro Del Piero. Qui est resté, lui, justement fidèle comme ces joueurs qui n'existent plus vraiment maintenant. Il Ouais, reste plus que à quelques la Juve. dinosaures comme ça qui sont fidèles à leur club, mais quand la Juve est descendue en D2, il est resté avec eux Ouais, et il n'a juste ouais. utilisé que sa dernière année où il est parti à Sydney, je pense. C'était en Australie, mais je ne sais plus trop c'était quel club, mais c'est vrai que c'était aussi quelqu'un qui était très élégant et qui a toujours été très fidèle à son club et qui était aussi un très beau joueur en tout cas. Ouais. Et alors, une dernière question, si tu voulais avoir aussi un peu à ta place, tu voudrais voir qui? Dans une interview longue comme ça, où on aurait le temps de parler d'un peu tout, de rien, plus sur sa vie personnelle dans le monde du football, des choses comme ça. Dans ta buvette, Ouais, plein de monde aussi, hein. Ben, quelqu'un qui se livrerait vraiment, oui. On va dire en Belgique. Tu dois inviter Felice Mazou. je lui ai envoyé Ça va être je lui ai bien. envoyé un SMS. J'avais son numéro, je lui ai envoyé un SMS, il m'a pas répondu. Mais là, il était un peu full parce qu'il venait de faire son annonce à l'Union. Donc, Ah bah oui, à l'Union en plus maintenant, hein, ça c'est top, hein. Ça c'est aussi du chouette foot folklore que j'ai découvert il y a peu. Et pourtant je suis bruxelloise, mais évidemment je connaissais l'Union, mais j'y avais jamais été. Ben, je m'amuse bien. bah écoute. Bah, je pense qu'on va finir sur ces belles paroles. En tout cas, Christine, je suis vraiment très heureux que tu sois venue. J'espère que tu as passé un bon moment. Exactement, il était très bon. Ah bah Très écoute, très bien. c'est parfait. De toute façon, on prend rendez-vous hein, donc pour Oui, ton retour dans la buvette, sans eau et avec des nouvelles croustillantes sur ton futur et sur le futur ou pas de vous sport. Hein. Donc on en saura ouais, plus sous peu. très bien. Ben, merci pour l'initiative, merci pour ce chouette moment et longue vie à la buvette, je le C'est gentil. redis. Et on se retrouve très vite. Ah bah écoute, Salut. merci beaucoup. Salut, salut. Ciao, ciao.